Bonjour madame, monsieur, heureux de vous retrouver devant votre petit écran pour regarder Canal Presse de ce dimanche. Comme tous les dimanches, voici les titres de cette édition. Chez les pasteurs et les églises, il y a un calendrier liturgique qui prévoit les grands moments de la vie religieuse, un peu comme la société qui a ses rendez-vous dès la rentrée scolaire. Cette année, elle a lieu au Cameroun dans 15 jours. Le nom qui revient déjà est celui de Jean Tabi Manga, président de la commission du manuel scolaire. Une commission qui défie le décret du Premier ministre de 2007 fixant le nombre de livres scolaires. Un élève de cours moyen deuxième année aujourd'hui, c'est une dizaine de livres contre une vingtaine pour celui de la classe de troisième. Bonne nouvelle, il coûte toujours très cher et l'on dit la qualité pas très bonne car souvent il est noté des erreurs de forme et de fond. La situation est telle que le marché du livre justement se partage entre plusieurs éditeurs. Cette indiscipline s'est poursuivie par les effectifs théoriques qui ont prospéré en ville pendant 2 décennies, car le phénomène ne concerne ni Bipindi, ni Yabassi ou même Batoufam. Autre indiscipline, les enseignants sans foi ni déontologie qui ont bénéficié d'affectations frauduleuses pour rester en ville. Quelle image est venue des enseignants? C'est dans ce contexte que des établissements du privé fonctionnent souvent sans titre et la loi les a rattrapés, 75 au total. Toute chose qui pose le problème devenu urgent de la restructuration des collèges privés qui eux-mêmes ne sont pas à la portée de tous les Camerounais. À Canal Presse, c'est déjà la rentrée. Comme il y a le piétrisme, c'est-à-dire la conversion de cœur, il y a le kakabacentrisme, c'est-à-dire une participation pour rien aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Seule moisson en guise de débat et de début d'excuses, l'amélioration, dit-on, des performances de nos athlètes. À propos d'athlètes, un chroniqueur sportif très respecté d'ici nous a fait noter que l'un des Camerounais compétiteurs a été battu 2 minutes seulement après sa rentrée sur l'aire de jeu. Une dizaine d'années après le phénomène Françoise Bango, la Cameroun Team rentre bredouille au sens complet du terme, sauf à considérer que la délégation a eu droit à 1,3 milliard de francs CFA pour une balade dans les rues et les boîtes de nuit du Brésil. 24 athlètes qui ont broyé les espoirs de Joseph Bessala, Ndongo Ebanda, Françoise Bango ou même les Lions de Sydney 2000. Cela aurait-il pu être autrement au regard du seul mois pendant lequel les athlètes camerounais se sont entraînés? Même Pierre Ismaël Bidunkwat a vu venir la déculottée. Je précise que le ministre des Sports et de l'Éducation physique n'est pas allé au Brésil, heureusement. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre et Sono. Une information tombée ce matin, autre attentat kamikaze sur le territoire camerounais, dans la région de l'extrême nord, plus précisément du côté du Mayo Sava. On parle d'un kamikaze qui a explosé. Un bilan provisoire fait état pour l'instant de 4 morts. Nous reviendrons beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions spécialisées sur cet autre attentat sur le territoire camerounais. On accueille à présent nos différents panélistes. Georges Alain Bohémond, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba Ngomna, bonjour aux téléspectateurs nombreux, je l'espère, de Canal Presse. Avec vous, on va évoquer ce congrès, on va dire, c'est pas hypothétique, ou un congrès fondé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Congrès très attendu au mois de septembre du côté de Douala. De quoi doit-on s'attendre, effectivement? Alors, je salue votre sens de la précision. Vous parlez de Douala. Connaissant un peu comment fonctionne le RDPC, il n'y a que le président national qui sait exactement à quelle date va se dérouler ce congrès. Même s'il est vrai que statutairement, ce congrès est prévu tous les 5 ans, mais on sait que les textes prévoient que le président peut abréger ou proroger la date de ce congrès-là. Alors, pour aller au fond des choses, disons que au cours de ce congrès, il y a généralement 2 axes majeurs qui concernent la vie du parti,
mais également la position du parti sur des questions qui agitent la vie de la nation. Sur la vie du parti, je crois qu'on ne devrait pas s'attendre à grand-chose, puisque si on fait le bilan des dernières résolutions, il n'y a pas grand-chose véritablement qui a avancé. Il y a eu le vote populaire qui a été implémenté avec toutes les conséquences que cela a eu au niveau du renouvellement des organes de base. Le parti a un nouveau siège, je pense que ce sera la grande annonce de ce congrès si jamais il se tient. Il y a l'académie du parti qui a été créée, les responsables ont été nommés, mais l'académie ne fonctionne pas toujours. Mais pour le citoyen lambda, je pense que ce qui est plus intéressant, étant donné que fondamentalement, rien ne va changer dans le fonctionnement de ce parti. Il y a un faux suspense qui est entretenu sur le président qui pourrait ne plus être président national parce qu'il s'occupe de la présidence de la République. Je pense qu'il ne faut pas bâtir des plans sur la comète. Je disais donc sur l'avis du parti, il y a un certain nombre de questions qui concernent le bien-être des Camerounais, les problèmes énergétiques, la lutte contre la corruption, les problèmes de sécurité. Là également, on ne devrait pas s'attendre à grand-chose parce que ceux qui sont au sein du gouvernement formel du pays sont également dans le gouvernement du parti. Ça veut dire qu'il n'y a généralement pas confrontation d'idées comme cela se voit ailleurs dans des pays que nous citons souvent en exemple quand cela nous arrange. Par exemple, en France, il est arrivé que le parti prenne une position en contradiction avec celle du gouvernement formel et cela donc alimente une espèce d'émulation. Malheureusement, les membres du parti au pouvoir sont généralement ceux qui sont dans le gouvernement du parti, par exemple le ministre de l'Enseignement supérieur et le secrétaire de la communication du RDPC, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation et également dans le gouvernement du parti. Donc c'est pratiquement un prolongement du gouvernement formel. D'ailleurs, je vous rappelle, et ce n'est pas une précision inutile, que il y a eu un remaniement, je pense, en 2011, où on a nommé le secrétaire général du comité central du RDPC dans le prolongement du gouvernement. Donc, je pense qu'on ne devrait pas s'attendre à grand-chose. Peut-être qu'il y aura des surprises. Il y a toujours une marge de surprise. On attend le discours de politique générale du président national du RDPC, qui est généralement très applaudi, même si après, ce n'est pas suivi des faits. En tout cas, on ne peut rien attendre le mois de septembre qui pointe à l'horizon. On reste en politique. Avec vous, Jean Partian Tiala. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. Alors, avec cette histoire de mémorandum encore, on va dire la saison est ouverte avec cette fois un mémorandum, entre guillemets, des ressortissants de l'Adamawa. Comment analysez-vous ce document? Déjà, je loue votre pertinence en attaquant votre propos, en parlant d'histoire, cette histoire. Parce que à la fin, pour les puristes de la politique, on commence à s'interroger un peu sur le fait qu'on emmagasine des mémorandas qui parfois n'ont pas une portée essentielle pour la population. Parce que quand j'ai lu un peu ce que revendiquent ce siècle les réflexions des élites de l'Adamawa, je me suis dit, oui, c'est vrai, les problèmes qu'ils posent sont avérés, mais si chaque région le fait, on va se retrouver avec une pléiade de mémorandas et puis je ne sais pas à quoi ça sert. Ce qui est important dans tout ceci, c'est la réponse que le président peut apporter à ce type de revendication, également la réponse que le lendemain politique dans son ensemble peut apporter, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de parler de l'hégémon principal qui est Paul Biya, qui est le président de la République, qui est président du RDPC, parce qu'il faut dire que derrière ces mémorandums-là, il y a quelques frictions politiques, les enjeux politiques. L'Adamawa, qui, on se rappelle, en 2013, lors des élections sénatoriales et autres, avait subi les comptes au cou, ou au moins les élites RDPC avaient subi le compte au cou d'une consigne de vote venant de leur parti en faveur du SIF. Il y a cela qui se joue également. Mais je disais que le plus important, c'est les réponses qu'on peut apporter à cela. Les partis de l'opposition également, le SIF a des sénateurs de ce côté-là, peut travailler à apporter des réponses aux problèmes des populations locales. Ce qui est gênant, c'est que le mémorandum en question est l'affaire des élites qui sont issues d'un parti politique, c'est-à-dire le RDPC. C'est à croire que les problèmes des ressortissants de la Damawa ne peuvent trouver réponse qu'à partir de ceux qui sont du RDPC. Donc j'ai ce petit souci. Maintenant, est-ce que Paul Biya va réagir? D'aucuns estimer que le président de la République aime le chantage et que forcément il apportera une réponse à ce chantage-là. Mais si ça commence par là, il faudra bien qu'il réponde également aux procurations des autres Camerounais, de toutes les autres régions, de tous les autres départements. Et puis ce n'est qu'il y a eu un précédent en 2012-2013. Donc en fait, pour moi, c'est un faux débat. Le plus important pour les Camerounais aujourd'hui, c'est que ceux qui se dirigent, ceux qui sont au pouvoir, résolvent réellement les problèmes. Si on est là à réfléchir sur le fait que la Damawa ait un ou deux ministres,
et qu'on estime que c'est peu. M. Abbas Sadou, qui est le ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics, c'est lui qu'on présente beaucoup plus en avant, et que la Damawa dise on n'a pas de général concernant l'armée, on n'a pas de DG de société d'État vraiment en dehors du monsieur qui a la SODEPA. Bon, je crois que tout le monde peut revendiquer, chaque famille peut revendiquer, mais il y a un problème de système et il faut que l'actuel régime résolve cela. Même si en 2018, on ne sait pas ce qui va se passer. On espère qu'il y aura peut-être un changement, mais de mon avis personnel, je ne crois pas véritablement à ces changements-là. Jean Patient, juste pour préciser, petit développement dans cette affaire. Hier, d'autres élites de la Damawa se sont encore réunies pour désavouer ceux-là qui ont signé ce mémorandum. Oui, c'est la preuve de ce que je disais. Simplement, un petit groupe qui s'est réuni. À travers le docteur Amadjoda Hadji, qui dit qu'il ne reconnaît pas ces revendications. Et d'ailleurs, c'est des lugubres personnages qui ont signé ce mémorandum. La région de l'Adamawa reste sereine et unie derrière son candidat, le président Paul Biya. C'était en résumé le document que nous avons reçu très tôt ce matin. Bertrand Oona, bonjour, bienvenue. Bonjour Mouba, bonjour à tous mes co-panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal International. On ne vous accueille pas avec la politique, mais avec les nouvelles du SAGO. Là, tout à fait, la 5e édition du SAGO qui est prévue du 23-28 ici à Yaoundé. On parle l'ouverture la cérémonie d'ouverture devrait être présidée par le ministre Yébé Aïssi. Alors pour vous, c'est une initiative à encourager? C'est une très belle initiative de faire venir le gouvernement tout entier dans une véritable foire d'exposition, de présentation de ce qu'il sait faire. Parce que dans un océan de plaintes comme celui dans lequel nous baignons, où on se demande toujours qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, est-ce que quelque chose est fait. Parfois, il y a des choses qui sont faites, mais très souvent, dans le silence, on ne communique pas assez. Et il est important que ce gouvernement-là se présente devant ce public pour montrer justement les pistes de solution ou alors quelques zones d'éclairage sur des questionnements qu'on peut se poser sur le fonctionnement du gouvernement au quotidien, parce que parfois on se pose des questions. Qui est ministre, qui est patron, qui fait quoi, au regard de ce que très souvent on se plaint. Un sous-directeur est capable de bloquer un processus dans un ministère, un chef de bureau capable de faire complètement blocage à une décision ministérielle, ou même un dossier qui se retrouve dans un tiroir alors même que l'instruction a été donnée par la haute hiérarchie. Donc il est important que le gouvernement s'explique ou alors exprime sa manière de travailler et maintenant des solutions au chômage, des solutions parfois à des interrogations qu'on a souvent parfois dans les milieux universitaires et même dans les milieux des journalistes. Donc ce gouvernement-là devrait normalement s'associer à cette initiative. Je dis devrait parce que c'est avec une pointe de regret que je le dis, parce qu'à l'observation, ce n'est pas véritablement l'engouement majeur auquel on devrait s'attendre. C'est-à-dire qu'on se serait attendu à ce qu'il n'y ait pas seulement le ministre de l'Agriculture, qu'il y ait d'autres ministres, notamment le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et de la Planification, qui devrait être là pour expliquer un certain nombre de choses sur des questions qu'on a. Malheureusement, le SAGO se bute donc justement à ces freins-là, à ces hésitations de certains membres du gouvernement qui, peut-être qu'ils nous expliqueront pourquoi, un jour, pourquoi ils hésitent à s'associer à cette belle initiative. Mais de toutes les façons, le privé est là pour justement prendre le pas, pour montrer le chemin. Et malheureusement, jusqu'à présent et jusqu'à aujourd'hui au Cameroun, le regret peut-être fondamental, c'est de voir que la plupart dans le secteur public considèrent encore ce privé-là comme un concurrent, comme un opposant auquel il faut absolument s'opposer. Pourtant, les deux devraient aller ensemble dans une logique de progrès ou de développement du Cameroun. En tout cas, les responsables qui traînent encore les pattes à aller de ce côté-là, on signale que pour ceux qui désirent effectuer le déplacement, l'entrée est libre et gratuite du côté du musée national. Jean-François Chanon, bonjour. Bonjour Boakunda. Vous allez bien? Je crois, ça va mieux et je rends grâce à Dieu. Après une période de maladie, je crois que ça va aller désormais et je suis heureux de vous retrouver et de retrouver tous les téléspectateurs de Canal 2 International que je n'ai pas visité depuis très
assez longtemps. C'est un plaisir partagé, très heureux également de t'avoir sur ce plateau. On vous accueille avec cette histoire au Camboulès, monsieur qui se met à tabasser au su de tout le monde, ses employés de chantier, et qui finalement s'ensuit une risse, après un coup de feu est parti, il y a mort d'homme, et on cherche le monsieur, il est introuvable. Ah, c'est dans les colonnes, vous faites peut-être... résumé de ce que vous avez écrit cette un travail semaine. que nous avons fait cette semaine dans le Messager. Il s'agit de Espedi Bala Mamé, jusque-là qui était soit directeur de cabinet de tout-puissant, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timiévouna, soit son responsable de la communication. J'apprends que c'était d'ailleurs l'homme qui a réussi à faire rendre fréquentable la communauté urbaine de Yaoundé, notamment avec son délégué, avec un plan de com dynamique. Malheureusement, on s'est bien rendu compte que le personnage que j'avais connu un peu autrefois à Paris, très tonitruant au sein du RDPC, parce que c'était lui, disait-on, qui animait la section de France, l'ex-section de France du RDPC, et qui était un très très grand passionné du président Paul Biya. Malheureusement, ce personnage vient de s'inscrire dans la liste noire des grands criminels, enfin d'un criminel que compte notre pays. C'est-à-dire revenu au Cameroun, et après avoir acquis la confiance de Gilbert Timiévouna, dont il était, qui était d'ailleurs son mentor, il a décidé aussi d'entrer dans la classe des riches, des puissants de ce monde, en se construisant une grande maison du côté d'Afanaya 3. C'est un fils Vogada, du Fundi, originaire de Afanayo 1, précisément, au village Elik Mboa. Malheureusement, depuis qu'il est parti en Europe, au début des années 80, il n'y avait plus de terrain. Il est donc allé acheter un terrain un peu plus loin. Et là, il a commencé à bâtir son château. Et pour le faire, il a amené quelques ouvriers qui gardaient le château. Et comme ça arrive très souvent entre les jeunes qui viennent arriver dans un village et des jeunes qui sont autochtones, il y a parfois de l'amitié, mais aussi quelques petites passions et des rixes. Il y a donc eu bagarre entre ces ouvriers et les jeunes d'Afanayo 3. Ils décident donc de saisir un notable d'Afanayo 3 pour faire un tribunal où il doit juger ceux qui ont agressé ses ouvriers. Et lui-même, il est vice-président de ce tribunal et le notable est le président. C'est-à-dire une séance informelle. Et à l'issue de ce tribunal, de cette audience publique, il est décidé d'infliger aux deux jeunes du village qui ont été convaincus d'agression sur les ouvriers d'Espedi Bala 25 coups de chicotte, publiquement. Donc le premier jeune a reçu sa punition, c'est 25 coups de chicotte, et n'a pas riposté. Le second jeune, qui est le petit-fils d'un chef d'Afanayo, a donc dit que non, lui, il ne se sent innocent dans cette affaire, et que vraiment il y a des juridictions dans notre pays. Il vaut mieux qu'on aille au commissariat, qu'on porte plainte à la brigade de gendarmerie. Les autorités compétentes peuvent donc, n'est-ce pas, avoir selon les juridictions, juger. Au moment où il se lève donc, Espedi Bala, donc si tu as le courage de partir, va donc. Mais je vous préviens, vous tous, je suis un réserviste de l'armée française et je suis armé là où je suis. Tout le monde pense que c'est du bluff. Pendant que le gars décide donc de partir, il tire d'abord un premier coup en l'air. Et le gars se retourne et se dit, mais tout le monde est apeuré dans le village. Et c'est là que le gars, en reculant, il voit donc une arme pointée sur lui. Et poum, le coup part. Et le gars est abattu en plein la nuit. Et là, Espedi Bala se rend compte qu'il va avoir un problème. Il décide donc, il gagne la route. Puisque tout le monde est médusé, il tire encore un autre coup. Et comme sa voiture était repartie en ville avec un de ses amis, il se rend compte qu'il va avoir un problème. Et là, il a une moto, vraiment, vient à passer, il braque la moto pratiquement, il dit, allez, démarre. La moto démarre, la moto démarre, et ce point de Timiévouna est porté disparu jusqu'aujourd'hui. On ne l'a plus jamais entendu parler. Et c'est là que quelques jours après, on apprend que quand on prépare les obsèques, on apprend qu'il y a un chef, le chef de groupement, qui se serait présenté auprès de la famille en disant que, bon écoutez, vraiment cette affaire-là, je suis envoyé par le préfet du Mfundi et le délégué pour qu'on arrange cette affaire.
vraiment, on étouffe ça, vraiment, Expédie Bala, on va vous donner 20 millions de francs. Le préfet que nous avons contacté un peu a dit non, ça c'est faux. Comment moi je peux entrer dans une affaire judiciaire comme ça? Le délégué lui-même dit non. Hey, moi, quand ou un député qui lui est proche du foot, il lui dit que non. Depuis que Bala a fait son forfait, là, nous on ne l'a plus jamais contacté. Mais ce qui est sûr est que le commissaire principal Evina, qui suit l'enquête, n'a jamais pu retrouver Expédie Bala et qui, soit le dit en passant, est connu en France comme un antillais sous le nom de Bruno Palix. Donc, comment as-tu pu quitter le Cameroun? Je suis allé vérifier un peu au cours de mon enquête au niveau de l'aéroport de Simalène, pas d'Expédie Bala, ma mère, pas de Bruno Palix non plus, qui aurait quitté entre... Parce que le fait a eu lieu le 1er mai. Voilà donc ce qui se passe au Cameroun. Hein. Non, il a fondu dans la nature. Fondu dans la nature. Voilà, ok, d'accord. Une histoire rocambolesque, vraiment. Juste peut-être 10 secondes. Oui, 10 secondes à la chute de Chanon pour dire que le regret qu'il y a, parce que j'ai fait un tour de ce côté d'Afanoua pour constater que les populations sont effectivement médusées. On ne sait pas à qui s'adresser, justement, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Au niveau du village, il s'appelle Expédie Bala, mais lorsqu'on approche ceux qu'on dit être ses amis, notamment le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, et quelques-unes des élites du Fundi, c'est un autre nom, c'est des supputations, c'est simplement pour regretter les connivences qu'il y a entre les pontes de notre régime, qui ont souvent des amitiés à peu près bizarres, des gens qui agissent de façon vraiment incontrôlée et injustifiée, et par la suite, on est surpris aujourd'hui que ce monsieur soit introuvable. Comment a-t-il fait pour s'envoler? Est-ce que c'est suffisamment été médiatisé. Voilà, okay. On a même accusé les médias d'avoir été achetés dans cette affaire. Et quand on a fait l'action en bon, c'est maintenant que vous faites cette affaire, vous suivez cette affaire. D'accord, vous n'allez pas nous accuser parce que vous parlez sur notre plateau, donc nous on n'a pas été vraisemblablement achetés dans cette affaire, sinon on n'aurait pas eu l'occasion d'en parler ici. Et je vous en remercie d'avoir effectivement. Emmanuel Latangana, bonjour. Bonjour Monsieur Bouba Ngomna. Vous allez bien, Emmanuel? Je vais bien, c'est vrai que je suis un peu endeuillé, je suis même aussi en congé. Merci. Alors ce village-là me rappelle un peu, pas ton village, Emmanuel. Je parle du village où la scène c'est Afanayo. On aurait dû peut-être classer ce village deuxième destination plus dangereuse à visiter au Cameroun, mais que non, c'est plutôt Douala qui est classée deuxième destination au monde, la plus dangereuse. Est-ce que c'est pas excessif ça? Je crois que ce classement souffre d'une maladie congénitale qui est commune à tous les rapports qui sont faits sur le Cameroun. Le dernier en date, c'est celui de Amnesty International. Mais je concède à ce rapport d'avoir pu faire de Douala une conurbation. La conurbation étant le terme par lequel les spécialistes de la géographie urbaine désignent désormais les grandes métropoles. Et Douala est devenue en si peu de temps une grande métropole qui présente aussi les mêmes caractéristiques que les grandes métropoles occidentales, avec des phénomènes tels que le désordre urbain, sauf que celui de Douala a été maîtrisé par l'actuel ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense, du moment où il était gouverneur de cette région. Il a créé une plateforme qu'on appelle plateforme de lutte contre le désordre urbain, présidée par le préfet du Bruy. Et l'autre phénomène qui peut faire peur quand on arrive à Douala, c'est un phénomène qui lui est quand même particulier à cette ville dont je suis citoyen, c'est le phénomène des mototaxis. Il y en a près de 50 000. Et ça fait peur quand vous arrivez dans un carrefour qu'on appelle Ndokouti, très célèbre sur les réseaux sociaux. Vous avez un peu peur. L'autre phénomène, c'est le phénomène des bouchons qui sont parfois interminables, comme toutes les grandes villes, sauf que ce phénomène est conjoncturel, il va passer parce qu'il est constitutif, surtout par rapport à la traversée du pont sur le Bruy, il est constitutif aux travaux de construction du deuxième pont sur le Bruy, ce deuxième pont étant quand même une des grandes réalisations du président Paul Biya. L'autre phénomène qui peut faire peur à Douala, c'est l'insécurité. Malheureusement,
Douala a déjà été sécurisé grâce aux efforts de ceux qui s'occupent de la sécurité des personnes et des biens dans cette ville. Je pense notamment au commissaire divisionnaire Raymond Essogo, qui est le délégué régional de la sécurité publique, et le colonel Thomas Roger Bessolamgou, le colonel chargé de la gendarmerie, le commandant de région. Et depuis une dizaine d'années quand même, il n'y a plus de braquage à Douala. Quand j'ai arrivé à Douala en 2002, il y avait au moins une dizaine de braquages par jour. Je me rappelle que dans mes débuts, j'ai fait un reportage dans lequel on a braqué une centaine de maisons au carrefour Niala. Oui, une centaine de maisons. Entre 3h du matin et 6h. Il n'y avait pas encore de route. Mais le rapport des économistes qui a été repris par CNN me semble un peu exagéré. La seule menace de Douala, c'est une menace écologique parce que la destruction de la mangrove expose vraiment la capitale économique camerounaise à un tsunami. Oui, à un tsunami. C'est une menace réelle. Sur la sécurité, je crois que il y a encore à revoir par rapport à ce rapport-là. On peut dire beaucoup de choses il parce est que exagéré. Quand on regarde dans le classement, la ville de Douala arrive devant la Syrie, devant la Libye. Justement, c'est impossible. Je crois qu'il y a quand même... Je ne voulais pas citer les capitales occidentales de peur d'éveiller de certaines susceptibilités diplomatiques. Dans ces capitales occidentales, il y a des crimes, 10 crimes par seconde. Je dis 10 crimes par seconde. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas de Douala. Le problème réside au niveau des critères, Bouba, les critères d'identification de l'insécurité dans les différentes villes. Ce classement, c'est vrai qu'il me pose quand même un problème. Parce que si vous avez Tripoli, qui est après Douala, vous avez Karachi au Pakistan, qui est après Douala. Et quand on connaît la véhémence, la violence de ce côté-là, on s'interroge. Oui, Sao Paulo également. Donc, il Moi, faut... je ne voulais pas citer mais je ne comprends pas Emmanuel, parce qu'en fait, il semble dire une chose. Parce que même l'Égo, c'est après Douala. Il nous donne un peu les éléments qui indiquent qu'il y a de l'insécurité à Douala. En même temps, il nous rassure que tout va très bien. Mais moi, je pense qu'il y a un travail à faire du côté de Douala quand même, pour que ces histoires de moto, ces histoires écologiques et autres soient réglées par notre... Donc, le classement, il n'est pas totalement mauvais, parce qu'il attire quand même l'attention sur des faits importants. Et c'est là où je dis que... ce que je suis en train de dire. Il y a des phénomènes qui sont communs à toutes les grandes villes du monde. Mais on ne devrait pas faire comme si on doit se résigner parce que les phénomènes sont communs. Vous vous rejoignez finalement. Nous sommes tous d'accord que c'est exagéré, c'est même excessif de classer Douala en deuxième position devant Karachi, devant Tripoli, devant Sao Paulo, devant Lagos, pour citer ne serait-ce que ces quelques capitales là aussi. Alors on va prendre la première pause consacrée à la revue de presse, c'est avec Debo Harley en début. Bonjour, depuis cette semaine, on en sait un peu plus sur l'assassinat de Blandine et Lucie à leur domicile. À un moment, c'était dans la nuit du 30 au 31 juillet dernier. Selon la reconstitution des faits relayés par le quotidien Le Jour, les deux dames ont été assassinées par leur cousin Boris Demeko et ses complices. La reconstitution des faits s'est faite le 17 août dernier. C'était au lendemain de la publication par le quotidien de l'économie de l'information selon laquelle le Cameroun ne va plus reconduire le contrat d'affermage du concessionnaire pour le service public de l'eau potable en 2018. Son remplacement par une entreprise publique n'est pas exclu, précise notre confrère. L'État du Cameroun entend donc gérer lui-même ses grands projets comme celui du barrage de Mendele, où les choses se précisent selon Cameroun Tribune. La mise en eau partielle de l'ouvrage effectuée cette semaine est une preuve. La mise en eau définitive du barrage de Lompangar, annoncée ce mois d'août, devra, elle, marquer le début de son exploitation qui doit améliorer la production de l'électricité dans les barrages de son Loulou et d'Edea. Voyons avec le quotidien de l'économie que malgré ce gros investissement à coût de milliards, la qualité et la quantité de l'offre au Cameroun restent insatisfaisantes. Près de 1700 milliards investis par le Cameroun en 5 ans. Gros investissement également dans le football, 139 milliards pour construire
le complexe sportif d'Olembe, un projet pour lequel le gouvernement a perdu un an seulement pour signer les accords de financement le 16 août dernier. Pourtant, ces accords, rapporte le quotidien de l'économie, étaient prêts depuis un an justement, mais gardés dans un tiroir à étudier, puis à l'immeuble Étoile. Beaucoup d'argent s'exclame Émergence qui constate que notre pays s'endette à un rythme infernal. D'ailleurs, certains de ces emprunts ne garantissent toujours pas de retour sur investissement. Notre confrère, la veille, rapportait que 9 hauts cadres de l'armée camerounaise étaient convoqués au tribunal criminel spécial. On leur ferait le reproche d'avoir détourné plus de 1,5 milliard de francs CFA dans une affaire de matricule fictif. Le soir s'interroge qui bloque l'arrestation de 7 pontes du régime pendant que plusieurs de leurs complices croupissent déjà en prison. Eux continuent de mener une vie de princier. Pour notre confrère, il y a comme une célérité de la machine judiciaire pour certains cas et une lenteur de la même machine pour d'autres, comme des soupçons de complicité dans cette affaire. Croit savoir notre confrère, lisons la une de la Primaire Info Plus pour apprendre qu'il y a des fidèles du président de la République que le réseau G18 veut liquider. Laurent Esso, Henri Yeba, ici Paul Motaz, René Emmanuel Sadi, Martin Belinga Eboutou, Jacques Famendongo, Amadou Ali et Issa Chirouma Bakari, selon notre confrère, sont des hommes persécutés et visés malgré leur performance. Mauvaise performance pour la Team Cameroun aux Jeux Olympiques de Rio. Signature en a fait une caricature et dit qu'après 50 ans de participation à ce grand événement mondial, le Cameroun aussi entre épopée, mépris de ses héros et échecs programmés à Rio 2016. Il ne fait pas toujours bon de rentrer des Jeux Olympiques avec une médaille. Beaucoup de médaillés ont déjà été victimes du manque de considération porté à leur endroit après avoir fait honneur au pays. Mémoire de champion, Joseph Bessala, médaillé de Mexico en 1968, Martin Ndongo-Ebanga, médaillé de Los Angeles en 1984, Samuel Eto'o, Sydney 2000, rien à envier à un championnat du monde. Mémoire des célébrités toujours dans signature, Jean-Marie Aranda, fondateur du groupe Les Têtes Brûlées, pose un regard saillant sur certains ghettos de notre culture. Eh bien, pour l'ancienne critique d'art, nos élites sont des mécaniciens. L'élite de la Damawa, elle, surprise d'avoir été écartée dans la rédaction du mémorandum de cette région. Selon Mutation, Aladji Abo, Amadoda Adjouji, Théophile Baoro, Baba Amadou ont découvert le document dans la presse. Un des aveux de l'élite, s'interroge notre confrère qui rapporte que la poliomyélite est aux portes de l'extrême nord. 2 cas annoncés vers le nord-est du Nigeria qui partagent l'essentiel de sa frontière avec cette région du pays. L'hépatite L, c'est plus de 5 millions de Camerounais atteints selon Émergence. La maladie touche les 1/4 de la population nationale. Et puis, baromètre communautaire s'intéresse à la présidentielle au Gabon avec l'espoir de rassembler l'opposition autour d'un candidat toujours contesté. Ali Bongo Ondimba, le président, garde le cap et promet une victoire KO à cette opposition. Ceci grâce à sa politique de l'égalité des chances et une prospérité partagée pour tous les Gabonais. À dimanche, sifflet à Dieu. Merci Debo Harley. En DB, on débute tout de suite maintenant avec la première thématique consacrée au débat. On parle de la rentrée scolaire, les réformes de Ngale Bibé. Le ministre des enseignements secondaires a fermé cette semaine environ 75 établissements. C'est devenu comme un rituel. Chaque fois, on ferme et on ne sait pas par quelle alchimie ces établissements continuent de fonctionner. Alors, est-ce que pour vous, je commence par vous, Georges Alain Boyomon, les établissements privés scolaires qui violent les règles de création d'ouverture, comment est-ce que vous avez accueilli cette décision du ministre? Je pense que de toutes les décisions que le ministre de l'enseignement secondaire a prises jusque-là, c'est la mesure la moins opérante, parce que on s'attendait à un acte véritable de rupture par rapport à ce qui apparaît comme un marronnier, c'est-à-dire un événement qui apparaît au même moment chaque fois. À l'époque de son prédécesseur, Père son âme, on avait toujours droit aux mêmes listes à chaque veille de rentrée, mais après on ne sait pas quelle alchimie les différents établissements rouvraient leurs portes. Alors on s'attendait à un travail de fond sur les établissements clandestins afin qu'on détermine vraiment la part de ces établissements dans la carte scolaire, parce que je doute fort, au vu du désordre qui prévaut dans le domaine, qu'il n'y ait que 78
115 établissements 15. Donc il aurait fallu faire un travail un peu plus profond, produire une liste et mettre toutes les personnes concernées, notamment les chefs des délégations, les délégués des partis, les inspecteurs nationaux, mais également les parents, parce qu'il faut bien dire qu'il s'agit d'une communauté, la communauté éducative, comme on la nomme, pour éradiquer véritablement ce phénomène. Quand c'est fait comme ça, l'impression, on a le sentiment que c'est un appel aux enchères, parce qu'après, les chefs d'établissement vont voir des responsables au sein du MINESEC, ils vont certainement glisser une petite enveloppe, ils vont finir par ouvrir. Or, il y a des conditions précises de création et d'ouverture d'un établissement scolaire, des conditions qui sont par exemple l'accessibilité, la sécurité. On ne peut pas par exemple construire sur un flanc de colline. Donc c'est tout cela. On espère que avec toute la volonté qui le caractérise, le ministre Ngalle Bibé va vraiment aller au fond de ce problème qui ne peut pas se résoudre avec la simple publication d'une liste dans les médias. Alors François Chanon, on est quand même un peu, on s'interroge. Chaque fois, le phénomène d'établissement clandestin, on ouvre, on ferme. Pourquoi est-ce que ça prospère au Cameroun? Oh, c'est simplement parce que notre pays a des problèmes avec sa gouvernance. Il faut absolument que le président de la République en personne reprenne la main. Parce que si c'est lui qui doit venir au ministère de l'Éducation. Non, c'est-à-dire éduquer les... Ce n'est pas normal qu'un système comme ça ait perduré pendant des années. Ce n'est pas normal. Moi, je prends toujours un exemple. Peut-être que le contexte était différent. On a connu un très grand ministre de l'Éducation nationale au Cameroun et qui, ça c'est un point de vue personnel, hein, me paraît une des personnalités politiques les plus importantes de notre pays. C'est qui? Qui a été ministre de l'Éducation nationale dans ce pays. Et il y avait des principes clairs, au moins sur le plan de l'éthique. On ne peut pas blaguer avec l'éducation des jeunes enfants, avec l'éducation des Camerounais. Ce n'est pas normal qu'on vous dise qu'il y a des collèges dans les quartiers et que les gens traversent les domiciles des personnes et on dit qu'il y a une salle de classe là et il y a une autre salle plus loin. On traverse un petit ponceau et on se retrouve dans le salon de quelqu'un, etc., etc. Ce n'est pas... Comment une telle chose a pu être arrivée? Je me rappelle toujours que quand il faisait un discours à la rentrée, je ne fais pas sa publicité, mais je me souviens, parce que l'école existait encore et on avait envie d'aller à l'école au moment où Ndamjoya, par exemple, était ministre de l'Éducation nationale. Il y a eu d'autres ministres après lui. Mais au fil des ans, on s'est bien rendu compte que on a abandonné ce secteur-là à la commercialisation de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas quel est le profil d'un promoteur d'enseignement secondaire au Cameroun. Sur le plan supérieur, il y a encore un peu plus de rigueur. Mais qui crée un établissement d'enseignement secondaire au Cameroun? Qui le crée? Est-ce un enseignant de formation? Est-ce un commerçant? Est-ce un commerçant? Est-ce le voyou, je ne sais pas moi, qui a détourné un peu d'argent et qui veut, j'allais dire, blanchir de l'argent, etc. Ce n'est pas normal que des choses comme ça existent. Dans le Fundi, par exemple, le préfet du Fundi aurait, à la fin de chaque année, c'est le devoir de l'administration, de réglementer tout cela, parce qu'il représente le gouvernement dans son unité d'administration. On ne peut pas avoir, on ne sait pas exactement combien d'établissements il y a dans le Fundi. Vous sortez de votre maison et subitement vous trouvez un attroupement un matin. Qu'est-ce que vous faites la jeune gens? Non, notre école est juste à côté. Donc il faut réglementer tout cela, revenir à une éthique de l'éducation, savoir qui sont les gens. C'est pour cela qu'on arrive à trouver à la fin du processus un mec qui a le baccalauréat, un jeune garçon qui a le baccalauréat, mais qui est incapable de vous faire une phrase française, sujet, verbe, complément, et qui arrive même en licence, parce que les formations de base ont été des formations de quartier, où les enfants n'arrivent pas à s'éduquer, notamment avoir une simple cours de récréation, là où des jeunes qui sont scolarisés dans un espace précis se rencontrent et se connaissent. Alors Bertrand, on a ce phénomène d'établissement clandestin, donc on pointe du doigt les responsables de l'administration centrale qui eux aussi partent crier sous cap des écoles. Et si tel est le cas, est-ce que
l'acte du ministre de fermer les établissements serait un coup d'épée dans l'eau? C'est effectivement votre expression, je la récupère tout de suite, c'est un coup d'épée dans l'eau, simplement parce qu'il aurait dû commencer par nettoyer à l'intérieur. Parce que qui autorise l'ouverture de ces établissements? Qui entretient le flou? Parce que ces établissements sont depuis de longues années dans la liste noire. Mais pourtant, chaque année, ils fonctionnent, ils encaissent de l'argent, et pire, ils admettent des élèves pour des examens officiels. Qui entretient ce flou? C'est forcément des responsables qui sont tapis dans cette administration. Maintenant, si le ministre veut vraiment faire œuvre utile, en sauvant l'école, enfin, en contribuant au sauvetage de l'école qui est appelé par chacun de nous, il faudrait commencer par mener une enquête interne pour savoir qui a autorisé quelle école et qui a fait quoi. Maintenant, ce que Ngalé Bibeye a trouvé, c'est simplement le résultat d'un système qui a décidé de faire de l'éducation le parent faible de l'évolution nationale. Parce qu'on ne peut pas parler de l'émergence dans un pays comme le Cameroun et laisser de côté l'éducation. Pourquoi avoir créé la scission dans ce ministère? Il faut revenir à l'entité de départ, l'éducation nationale. Parce que c'est autour de l'éducation nationale qu'on pense la politique de l'éducation, qu'on se dit quels citoyens nous voulons avoir dans un échelon peut-être de 10, 15, 20 ans. Parce que nous allons dans telle orientation économique, nous voulons nous engager dans des grands chantiers. Quels citoyens nous voulons avoir? C'est ça, il faut définir une politique de l'éducation. Elle est associée à la politique de développement global du Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? On a l'impression qu'on a décidé de tuer l'école publique. Parce que, regardez ce que sont devenus nos lycées, des véritables poubelles, où on a des effectifs plus que pléthoriques. Et bon Dieu, Ngalé Bibeye aussi a dit 80, 60, mais on attend de voir, parce que la rentrée c'est déjà demain, on verra si on pourra faire le miracle de respecter cela. C'est-à-dire qu'il y a l'école publique qui est morte complètement au profit du privé qui lui a pris de l'ascendant et où on met plus de sérieux. Et ça fait qu'on a deux types de citoyens, deux types de jeunes aujourd'hui, ceux qui sont bien formés, donc forcément de très bonnes familles, qui sont capables d'avoir des rudiments pour affronter le marché de l'emploi, et la grosse majorité qui est celle des pauvres, qui sont mal éduqués, mal formés, et donc forcément qui sont mal partis pour l'avenir dans l'émergence ou l'économie du Cameroun. Nous sommes là dans les conséquences. Déjà, je voulais qu'on revienne un tout petit peu sur l'effectif pléthorique. Dans les réformes du ministre, il parle de 60 élèves en classe de 6e, 80 dans des classes intermédiaires. Cela est possible? Je souhaite vous surprendre et en même temps ne pas vous surprendre, parce que si je n'étais pas journaliste, j'aurais dit, comme un gars du quartier, mais ce ministre nous fait bavarder pour rien. Parce que ça fait des années que nous sommes dans le même schéma. Ça fait des années que les mêmes problèmes se posent. Est-ce que c'est la question réservée uniquement à M. Ngalé Bibeye, ou bien c'est la question d'un système politique ambiant ou d'un régime qui continue à entretenir des choses qui sont néfastes pour notre avenir, pour l'éducation de nos enfants et de nous-mêmes d'ailleurs. Nous sommes tributaires également de ce système éducatif. Alors, la question est de savoir, 75 établissements, vous avez parlé des effectifs pléthoriques, rien ne va changer, je vous rassure que rien ne va changer, parce que pour que ça se modifie, il faut qu'on mette sur pied une structuration qui permette quand même qu'on absorbe les élèves qui n'auront pas de table-banc où s'asseoir. Est-ce qu'on a mis sur pied des structures qui permettent qu'on absorbe cela? Je ne pense pas du tout. Alors, il y a des normes à respecter pour ouvrir un établissement scolaire. Quelqu'un parlait tout à l'heure d'une cour de récréation. Il y a des structures de sport qu'il faudra avoir. Tout ça est écrit là-bas au ministère. C'est là, les normes là sont là. Mais la plupart qui ouvrent les établissements scolaires, même publics, n'ont pas de salle de sport, n'ont pas de cours de récréation. Donc c'est un problème hyper sérieux. Mais jusqu'où va aller ces ministres? Moi, je pense qu'il n'ira nulle part. Je crois qu'on est peut-être dans le sens d'un coup de pub, parce que je viens d'arriver aux affaires, et je repense ce que les autres ont fait. Il faut qu'on parle de moi, qu'on dise que je suis là, et j'ai pris les rênes du ministère. Ça, c'est ce qui m'embête le plus. C'est l'effet médiatique. C'est l'effet médiatique, oui, coup de pub, effet médiatique. Et je vous jure que si d'ici là, le président de la République change de gouvernement, ou bien réaménage le gouvernement, et qu'on nomme à la tête du ministère un nouveau ministre, il fera la même chose. On aura encore de 75, peut-être 80 établissements clandestins qu'il faut fermer. Pourquoi depuis, comme a dit Béton, on a tout à l'heure, on ne les ferme pas?
On sait que ces établissements existent. Il y a 2 stratégies à faire quand on veut ouvrir un établissement scolaire. Je crois qu'il y a d'abord une déclaration et puis ensuite vous avez l'autorisation d'ouverture. Mais beaucoup s'arrêtent uniquement à déclarer qu'ils veulent ouvrir et après ils n'ont pas le document d'ouverture. Oui, tout à fait. D'autres des établissements comme des églises. Comme des églises. D'autres commencent par la maternelle, c'est-à-dire que nursery 1 et autres, la maternelle. Et puis un beau matin, la rentrée qui suit, vous retrouvez le primaire. Et puis l'autre rentrée, c'est le collège. Et ce n'est pas inscrit dans l'autorisation reçue par, si jamais il y a autorisation, par l'établissement en question. Donc, voyez qu'au fond, c'est une grosse tromperie, une sorte d'entourloupe entretenue par ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et le pire, Bouba, c'est que l'observation qui est faite, c'est que même le programme scolaire officiel n'est pas harmonisé. C'est-à-dire que c'est en fonction des collèges, en fonction des enjeux. Vous allez trouver un manuel pour une même classe. Dans tel collège, c'est tel livre. Dans tel autre collège, c'est tel autre livre. Tout ça contribue au désordre parce que quand on ne contrôle pas les établissements, on ne sait pas qui est ouvert où. On ne peut pas encadrer même au déroulement, au déroulé du programme scolaire. Alors moi je voudrais qu'on reste sur les réformes engagées par Galeb Ibéé. Jean Patient parlait des faits de pub, des faits médiatiques, selon Jean-François Chanon. Et justement dans les réformes, on parle également d'environ 369 enseignants convoqués par le ministre pour venir justifier leur affectation. Permettez-moi de réagir d'abord sur les 2 sujets. Moi, je ne suis pas intervenu sur les 2 premiers problèmes soulevés. Le premier problème, c'était celui des établissements clandestins. Je voudrais dire, à la décharge du ministre, je ne suis pas son avocat, que ce monsieur est arrivé quand même au gouvernement le 2 octobre 2015. Donc, il a pris la rentrée que son prédécesseur avait déjà préparé. Donc il a cette excuse-là. Par rapport à ces phénomènes, beaucoup de Camerounais considèrent l'école comme un service marchand. Alors que l'école, c'est comme la santé publique, c'est un service public. C'est vrai que le parent qui paie 100 000, 200 000 francs pour inscrire son enfant à l'école a l'impression qu'il est en train d'acheter l'éducation. On n'achète pas l'éducation. Et je suis d'accord peut-être avec mon ami Jean Patient qui dit que quand vous allez dans une ville comme Douala, que je connais parce que je suis encore citoyen de Douala, malgré mon affectation à Yaoundé, j'ai un ami, je préfère le citer parce que c'est quelqu'un de cette maison, l'aîné qui me fait une remarque, me dit, Emmanuel, est-ce que tu as remarqué comme moi que la plupart des fondateurs des établissements à Douala c'est son expression, des ignares. Les gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui, à force de chercher quelque chose qui leur donne l'argent, sont devenus fondateurs d'établissements. Je veux parler de M. Anani Bindi. On était dans un débat à Douala sur ces mêmes... Moi, je crois que c'était à notre magazine. Mais le ministre Galeb Ibéé, dans sa logique d'assainir ce secteur très sensible, a commencé, contrairement à ce que disait M. Ouna tout à l'heure, à nettoyer l'intérieur, parce qu'il a fait des mouvements, certains confrères comme François ont appelé ça un tsunami. Il a changé tout. Quelques acteurs. Non. À des collaborateurs. Non, monsieur Oda, il a changé tous les inspecteurs. Il a commencé par là à nettoyer l'intérieur. Et je crois que l'acte qu'il vient de poser en fermant ces établissements est un signal fort qu'il va continuer à le faire. Maintenant, sur la question de 369. Sur la question, c'est justement, François parle de mauvaise gouvernance. C'est ça donc la gouvernance. Ce monsieur arrive dans un ministère qui était, où la corruption avait déjà pied, les enseignants qui refusent d'aller éduquer les jeunes de l'arrière-pays ont flawlessement obtenu des affectations. C'est ça la gouvernance, M. Chansano. C'est ça la gouvernance. Il les a convoqués pour venir justifier leur affectation. Malheureusement, aucun n'a pas
n'a pu justifier son affectation de la bourse vers la ville. C'est tout ça, la gouvernance. Ça, c'est la marque de M. Bibé. Alors, on C'est peut, pas on peut s'interroger justement aussi sur le pourquoi de ceci. Georges Alain Boyomo, pourquoi les enseignants, entre guillemets, refusent... Juste pour reprendre, Je vais revenir à vous tout à l'heure, si vous le permettez. Pourquoi les enseignants refusent d'aller enseigner en bourse? Peut-être, avant de répondre directement à votre question, je voudrais quand même dire qu'on doit se garder de mettre tout le monde dans le même sac. Lorsque c'est bon, il faut qu'on ait le courage de dire que c'est bon. Je ne pense pas que tous les ministres sont cancres. Je ne pense pas également que tous les opposants sont des génies. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se mettre dans une posture de manichéisme où les bons sont d'un côté et les mauvais sont de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des bons ici, il y a également des mauvais. Donc je pense que le ministre Ngalé Bibé, il y a des mesures vraiment, je dirais, révolutionnaires. Parce qu'il faut savoir sur quel terrain il évolue. Il ne faut pas vouloir tout de suite. Alors, vous arrivez dans un ministère où quelqu'un avait pratiquement déjà un titre foncier, une dizaine d'années de magistère, avec une corruption rampante, où tout se monnayait, tout était vendu. Alors, il faut commencer quelque part. Et je pense qu'il a fait un premier nettoyage au niveau des services centraux. Un nettoyage qui est très important parce que vous-même, vous avez dit par rapport aux établissements clandestins, par exemple, que ce sont ces responsables de l'administration centrale qui sont au centre des réseaux de corruption. Donc, il faut commencer quelque part. Maintenant, sur les affectations... Qui donnent des autorisations provisoires. Alors, vous avez parlé d'affectation. Mais le réseau était basé au cœur même du ministère des enseignements secondaires. Et donc, s'il a commencé par là, donnons-lui au moins au bénéfice du doute, puisqu'il y en a qui sont là depuis le 2 octobre 2015, qui se réfugient devant un principe qui s'observe au Cameroun, c'est-à-dire que les gens estiment que lorsque vous travaillez beaucoup, ou vous parlez beaucoup, vous faites ombrage au président de la République, et que vous êtes plus susceptible de sortir du gouvernement que celui qui agit. Il faut couper court à ce genre de conception du rôle de serviteur de l'État. Maintenant, sur ces enseignants qui ne vont pas dans les bourses, je pense que c'est un problème qui doit être pris globalement. C'est-à-dire, la première chose, c'est que on a le sentiment que dans nos écoles de formation, on ne dit pas assez aux gens qui sont appelés à servir partout. Il y en a qui pensent que lorsqu'ils sortent de l'école, ils doivent nécessairement travailler en ville. Maintenant, il y a les mesures incitatives. Parce qu'un enseignant fonctionnaire qui est en service à Kolofata doit bénéficier de certaines facilités par rapport à celui qui travaille à Yaoundé, dans un relatif confort. Mais que faites-vous, Georges Alain, d'un enseignant qui sort d'école à peine? Alors, il n'a pas de moyens et on l'affecte à Kolofata. Comment organiser la prise en solde des enseignants? Comment un enseignant qu'on envoie à Bibémi peut attendre 3 ans pour avoir son rappel? Ça également, ce sont des mesures qui doivent se régler, pas uniquement au niveau du ministre des enseignements secondaires, je suis désolé. Il y a le ministre des Finances, il y a même le Premier ministre et plus haut. Donc c'est un problème général. Et je peux vous dire que par le passé, en dehors des frais de relève, ceux qui travaillaient dans l'arrière-pays bénéficier d'un certain nombre de bonus, de facilités. C'est ça qui incitait les gens à aller travailler en dehors de Yaoundé. Si ce n'est pas fait, on ne peut pas mettre cela sur la tête d'un seul. Alors, Jean-François Chanon, on a tendance à penser, je ne sais pas à tort ou à raison, que les postes juteux de chef d'établissement appartiennent à une caste de responsables. Est-ce que Ngalé Bibé peut inverser la tendance? Il faut bien se comprendre ma position. Moi, je ne parle pas des individus. Mais vous avez parlé d'un ancien ministre. Attendez un peu, je parle des systèmes. Et quand des gens dans un système se distinguent positivement, je peux prendre cela comme référent. C'est pour cela justement, cher Emmanuel, que j'ai pris Adamou Damdjoya comme une référence. Et je crois ceux qui peuvent rédiger aujourd'hui. Monsieur Ngalé aussi déjà une grande référence. Si vous m'aviez laissé poursuivre, de voir la rentrée, si vous m'aviez laissé poursuivre, j'en serais arrivé là. Simplement parce que si vous êtes de manière inconsciente l'avocat de Ngalé Bibé, je vous le conseille. Je dis bien que comment en est-on arrivé là? Moi, j'ai connu un système éducatif et j'ai pris comme référence ce qui s'est passé du temps de Damdjoya, où on était par exemple fiers d'avoir un BPC de l'époque de Damdjoya.
Et si vous ne l'avez pas eu à cette époque, je vous aurais conseillé de l'avoir en ce temps-là. Parce que quand même, on se donnait les moyens de pouvoir avoir un système éducatif où il n'y a pas ce genre de tricherie. J'en suis heureux aujourd'hui qu'un ministre de l'Éducation arrive et se décide de nettoyer les écuries d'Ovias. Parce que c'est important d'avoir des gens qui ont une vision dans le système qui nous gouverne. Mais vous pouvez avoir une vision dans le système. Mais si tout le système est noyauté, parce qu'en fait, il faut donc accuser le système. Qui nomme les proviseurs aujourd'hui? C'est parfois le ministre, mais les pressions qui existent dans tout le système, où on veut positionner soit des membres de sa famille, non loin de leur village, dans des régions urbaines, etc. Il faut donc revoir tout le système. D'un mot, vous vous rendez compte par exemple que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas nommé les proviseurs. Nous sommes au-delà du 15. Parce qu'il y a des tractations. Parce qu'il y a des pressions. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut féliciter ces ministres, parce que seulement pour nettoyer au niveau de l'administration centrale, vous ne pouvez pas imaginer les blocages au niveau des services du Premier ministre. Alors, vous laissez Jean-François terminer. Mais justement, en disant que oui, je voudrais qu'il se situe au-delà de l'effet médiatique. Et moi, justement, vous avez dit, nous on a parlé de tsunami qui arrive. Si nous n'apprécions pas effectivement ce que ce ministre est en train de faire, nous ne serions pas arrivés là. Je vous prends un simple exemple. La corruption était tellement engluée dans ces ministères que quand il a été nommé ministre, je ne sais pas, l'authenticité de cette information reste peut-être à confirmer, mais elle n'est pas de rien. Des délégués régionaux se sont cotisés de l'argent, ils ont mis ensemble une petite cagnotte. Même des proviseurs. Et pour dire, on vient saluer le ministre. Vous voyez dans quel système nous sommes désormais. Et là, ce n'est pas que le ministre, c'est le système. Et c'est pour cela qu'on parle de gouvernance. Justement, comme on parle de système, on parle de gouvernement. Je veux qu'on reste dans le système. Il faut parler du système. Et pour répondre finalement à votre question, pourquoi les enseignants sont aujourd'hui ostracisés, certains, au point où on arrive à un système où certains veulent quitter leur poste de... Moi, j'ai toujours en mémoire un grand directeur de l'école normale supérieure qui, lors d'un discours où j'avais couvert la sortie des élèves, et je peux le citer, le professeur Norbert Ndong. Il est là où il est aujourd'hui, mais c'est pour d'autres raisons. Mais qui disait toujours allez transmettre le savoir. Dès lors que vous décidez de devenir enseignant, c'est une très grande responsabilité, c'est une très grande profession et vous êtes en mission. Et vous n'avez pas à choisir là, parce que vous devez enseigner les Camerounais et tous les Camerounais partout où ils sont. Voilà, dans les réformes, je veux qu'on poursuive. Il y a quand même, on a constaté ces jours-ci quelques blocages au niveau de la direction des ressources humaines de ce ministère. Les dossiers qui n'avancent pas, les enseignants qui sont bloqués du fait de leurs conditions et autres. On parle même encore des enseignants qui se préparent à faire une marche. Est-ce que cela ne va pas faire un effet boomerang? Oui, mais ça fera forcément l'effet contraire de l'effet que souhaite... permettez que je parle. L'effet contraire de ce que... S'il vous plaît, ne m'empêchez pas de parler. Attendez. J'ai l'impression que sur ce plateau, il y a des ardents défenseurs de Bibéyé et il y en a qu'on veut supposer être forcément des opposants, mais c'est pas ça le problème. Je vous en prie. Vous allez permettre à Jean Patient. Je ne me positionne pas en opposant ou en opposition à monsieur le ministre, pas du tout. Vraiment, je ne parle même pas de monsieur le ministre. Moi, je suis dans une logique du système. C'est-à-dire, parlons du système. Et heureusement que vous avez abouti à ce que j'ai dit au départ. Le système, c'est lui qui fait problème. Comment inciter les enseignants à aller dans les régions reculées? C'est ça qui est intéressant, Georges Alain. Comment arriver? Donc, quand on parlait de primes, de ceci. Mais est-ce que c'est aussi évident? Le jour qu'on va instituer des primes pour ceux qui vont dans l'arrière-pays, il y aura encore des batailles. Pourquoi celui-ci a saisi cela par rapport à la distance qui nous lie de Yaoundé à ce village? Bref, il faudrait travailler. Alors, moi, j'ai une préoccupation. S'il vous plaît, vous allez laisser Jean Patient terminer. Jean-François, l'inertie que vous évoquez, les dossiers bloqués à la direction des ressources humaines. C'est dans tous les ministères. C'est dans tous les ministères, même ces histoires de 75 établissements fermés. C'est parce que les dossiers parfois sont bloqués dans certains bureaux, que certains responsables n'ont pas
le document d'autorisation à la fin, dont l'inertie administrative est un réel problème. Ce n'est pas de la... Oui, c'est la gouvernance, c'est pas uniquement l'affaire du MINESEC. Maintenant, parlant des réformes, je suis un peu... vous avez utilisé le terme réforme, c'est aujourd'hui que je l'entends ici. Parlant des réformes au MINESEC, je ne sais pas sous quelle base, sous quel feuillet, sous quelle ardoise cela a été établi, que ce sont des réformes. Je ne sais pas très bien si le ministre lui-même a fait une communication pour lui dire que, écoutez, j'engage des réformes. C'est vous qui parlez des réformes. Moi, je pense plutôt que ce sont des mesurettes pour essayer de renverser un peu la tendance et de démontrer que je suis arrivé aux affaires. Je reste dans la préoccupation des citoyens lambda. Tout ceci va produire quoi? Quel en est l'impact? Quel en sera le résultat? Du mois ou mois par an, j'ai déjà payé de l'argent dans des établissements qui... À la veille de la rentrée, on me dit qu'il est clandestin. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Donc, les enseignants également se posent la question de savoir, ce monsieur, il est arrivé, mais qu'est-ce que nous, on gagne dans cette affaire? Qu'est-ce qu'on gagne? Si nous ne pouvons pas aller, nous allons à Kolofata. Il parle de Kolofata. On a vu des photos, des images où les écoles sont sous de la paille avec quelques piquets. Je ne sais pas si vous-même, Boubangomda, vous êtes prêt à l'enseigner dans un endroit pareil, où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'eau. Il n'est pas enseignant, en tout cas. Heureusement pour lui, il n'est pas enseignant. C'est un problème global de gouvernance, de système de gestion économique et sociopolitique. Emmanuel Atangana. Oui, moi je voudrais dire ceci. Le ministre, j'ai pas été mandaté par lui. Personne l'a dit. Non, on l'a dit. J'ai pas été On l'a mandaté fait par tout lui. de même. J'ai même été surpris que M. Bouba, qui ne m'a jamais invité sur ce plateau, m'invite cette fois-ci pour venir parler d'un problème qui concerne toute la communauté camerounaise. L'éducation nous concerne tous, qu'on soit parents ou non. Mais je crois que la logique du nouveau MINESEC est de réduire à sa plus simple expression la corruption qui gangrène ces départements ministériels. On a félicité. Il a pris des mesures qui ne sont pas des mesurettes, contrairement à ce que tu dis. Quand il a fait une tournée au lycée, dans certains établissements de Yaoundé, il était surpris que certains chefs d'établissement aient 10 ans en tant que chef d'établissement. Et c'est pour ça justement que les nominations des chefs d'établissement retardent un peu. Parce que oui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a certains lycées qui ont jusqu'à 28 censeurs. Vous imaginez ça? Je suis d'accord avec vous, Jean-François. Les enseignants achetaient les postes. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 28 censeurs dans un seul lycée. Pour un seul proviseur. Oui, pour un seul proviseur. Donc, M. Ngale est en train de nettoyer. Il est en train de nettoyer. Et nous devons l'encourager. Nous, de la presse, par exemple. Nous ne le décourageons pas. Non, nous devons l'encourager. Parce que résultats... quand vous parlez des systèmes, justement, ce monsieur, pour la petite histoire, je devais le recevoir dans l'émission que j'anime à la CRT au Poste national pour l'étude. Il m'a dit que, M. Atana, pour le moment, je ne parle pas. J'agis. Vous connaissez. Écoutez, c'est un nom public. Je suis C'est un journaliste aussi. Hein. Il est journaliste. Il est journaliste, c'est normal. Donc, je suis journaliste. Il n'est pas énervé. Il n'est pas énervé. Il n'est pas énervé, François. Me déstabiliser. On se connaît, c'est mon ami. Donc, j'agis. Je ne parle pas, j'agis. Et il est en train d'agir. Alors, est-ce que les problèmes de l'éducation, le bénéfice du doute, sont la seule affaire du ministère du Malheureusement, aujourd'hui, on lui a abandonné cette patate chaude parce que personne ne veut en parler, personne ne veut l'accompagner. La problématique des enseignants qui refusent d'aller, par exemple, travailler dans les zones reculées, c'est une problématique qu'on doit gérer de façon globale. Parce que c'est facile pour Ngale Bibé de dire allez-y à Kolofata, allez-y, je ne sais pas moi, dans quel trou du Cameroun. Mais quelles sont les conditions pour que l'enseignant vive de ce côté? Je voudrais vous faire comprendre qu'il y a des enseignants, pas seulement dans le secondaire, dans le primaire, ce qu'on appelle maîtres des parents. Mais voilà des sacrifiés, bon Dieu, qui sont envoyés dans les zones les plus insoupçonnées du Cameroun, qui vivent à creuser, je ne sais pas moi, des maniocs sauvages dans des plantations des villageois, alors qu'ils sont en train de faire œuvre utile au service public de l'éducation. Donc, c'est des éléments qu'il faut vraiment tenir en compte et dire aujourd'hui qu'il ne suffit pas de convoquer ces anciens pour leur dire « je vais vous affecter de force ». Parce qu'eux, ils ont trouvé le moyen de colmater des brèches, d'arrondir les fins de mois. Il faudrait que le ministère des Finances et les autres s'associent pour trouver une solution efficace. Parce que pour celui qui est à Kolofata, il faut qu'on trouve le moyen de lui élargir l'assiette parce qu'il est dans une zone dangereuse, entre guillemets,
et qu'il est très loin de sa famille et tout le reste, autant de critères qui devraient être pris en compte. Parce que là aussi, ces éléments vont permettre à ce que la performance aussi entre en ligne de compte. Lorsqu'un enseignant se sent privilégié, se sent véritablement respecté et sérieusement encadré, il va se donner véritablement à 100%. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je réitère que moi je ne suis pas contre le ministre. Je suis même très content qu'il prenne ces mesures. Mais moi, ma problématique, c'est au niveau de l'application. Parce qu'on a eu autant de mesures, autant de décisions dans ce pays. On a vu des ministres qui sont arrivés, qui sont allés faire la ronde pour voir si les gens sont là à 8 h du matin. Jusqu'à aujourd'hui, les gens arrivent au travail à 11 h à midi. Ça n'a pas été opérationnel. Donc, moi, j'attends la rentrée pour voir si effectivement il y aura 60 élèves dans les 6e, s'il y aura 80 dans les classes de première et tout le reste. Là, je saurais que M. Ngalé a pris une mesure sérieuse. Et je chute, Bouba, pour dire que moi, j'ai peur pour cette mesure au niveau des effectifs. Parce qu'à Yaoundé, les lycées ont décidé de faire aussi dans le social. Qu'est-ce que vous allez faire de ceux qui ne sont pas capables de payer la pension à 50 000 dans ces collèges-là? Quand on ferme même, on a fermé, ça veut dire que la liste s'est réduite. Qu'est-ce que vous ferez de ceux qui ne seront pas capables de payer la pension à 100 000? D'accord, très rapidement, en 30 secondes, François Chanon. Non, il y a un système, moi je dis c'est le système qu'il faut absolument nettoyer. Tout à fait. Parce que moi je ne peux pas comprendre que pour être professeur de lycée, c'est-à-dire, dans le cursus normal, c'est pratiquement bac plus 7. Hein? Pratiquement, si je ne me trompe pas. Bac plus 5 ou 6. 5. Oui, 5. Oui, une licence, 3 ans de niveau de licence et les 2 ans de formation. Tout à fait. Bac plus 7. C'est un important niveau. Oui. Alors que vous avez des mecs qui entrent à l'ENAM, parfois bac plus 0, mais qui, dès qu'il sort de l'ENAM, dès qu'il a fini son service militaire recommandé, a déjà un matricule à la fonction publique et a déjà son salaire. Peut-être que c'est un statut On particulier. ne peut pas imaginer cela. La même chose pour C'est pas la même chose. les militaires, les recrues, les gendarmes, à qui peut-être pour certains, on a juste demandé de courir pour être en forme. Qu'est-ce qu'on peut avoir à faire pour que le système puisse régler cela? C'est-à-dire que vous faut créer un système où la motivation de l'enseignement est dès la formation déjà, comme ça s'est passé autrefois, parce que quand des enseignants, à mon temps en tout cas, et j'en suis fier de mes enseignants aujourd'hui, parce qu'ils étaient déjà très motivés. L'enseignant n'était pas celui-là qui arrive à la rentrée, cherche son salaire pendant 2 ans. Tout à fait. Parce qu'ils viennent sortir l'école normale supérieure et qui ont obligé de dire à l'élève, mais dis donc, dis à tes parents de me payer mon loyer. Et même, d'accord, s'il vous plaît, on va évoluer. Jusqu'en août, déjà, à une semaine de la rentrée, on ne parle pas encore d'affectation et des proviseurs et des services. Non, Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que maintenant, il va inscrire ses enfants à l'école. Et il sera affecté en pleine année scolaire. Comment il va se débrouiller? Alors, Georges, comment vous entrevoyez, par exemple, la rentrée 2016, compte tenu du pouvoir d'achat des parents relativement très bas? Je pense que tout ça participe de quelque chose qui a été dit globalement sur ce plateau. Il y a un auteur français qui a écrit L'acteur et le système. Le système peut avoir cet art, mais il faut savoir que le système est bâti par des acteurs. Il faut plaider pour qu'il y ait une masse critique d'acteurs comme M. Ngalé Bibé. Dans ce système, voilà, il faut qu'on ait une masse critique des gens qui peuvent oser, qui peuvent donner la... Laissez-moi finir. Non, le système ne restera pas comme ça indéfiniment. Il faut des gens qui peuvent oser, qui peuvent donner la fraîcheur à notre gouvernance. Je préfère des gens qui agissent et qui se trompent que des gens qui n'agissent point. Donc, qui sont dans l'inertie totale. Donc, M. Ngalé Bibé, il y a des mesures vraiment inopérantes, comme celles sur les établissements clandestins, comme celles sur les effectifs. Mais je pense que globalement, il y a une volonté de bien faire. Maintenant, sur le pouvoir d'achat, là, ça relève davantage du système. Ce n'est pas le ministre de l'enseignement secondaire qui doit décider de la revalorisation des salaires des fonctionnaires. C'est le système qui doit accompagner tout cela. Donc c'est le système, c'est tout le système qui est en cause. Voilà. Moi, par exemple, comme dans beaucoup... J'ai envie de finir. Comme dans des systèmes qui se respectent, par exemple en France, avant la rentrée scolaire, il y a un conseil ministériel, pas un conseil de cabinet. C'est-à-dire le président de la République réunit les ministres pour parler de la nouvelle année scolaire.
et après il y a la circulaire de la rentrée. Ce sont des grands moments. Il y a la circulaire, il y a la circulaire de la rentrée scolaire. Ici là, bon, le ministre va produire sa circulaire. D'accord. Qui sera diffusée dans les médias publics. Mais quel est l'impact? C'est au niveau du système, à un niveau encore plus élevé que M. Ngalé Bibé, à qui on ne peut pas reprocher de ne pas avoir la volonté. Alors, s'il faut dire que M. Ngalé Bibé a beaucoup de volonté, et considérer que nous sommes atteints, comme dit souvent quelqu'un, d'une maladie honteuse, moi je l'assume. Il faut qu'à un niveau plus élevé, au niveau du Premier ministre, au niveau du Président de la République, que quelque chose de plus profond. Monsieur Bouba, j'indiquais tout à l'heure qu'il y a une réunion très importante que le ministre va présider le 23 de ce mois. Ça s'appelle la sectorielle de rentrée. Ça dépasse le niveau du ministre. La rentrée scolaire est un événement national qui dépasse le niveau du ministre. On n'est pas en France. Je suis d'accord avec Georges Alain, on n'est pas en France. Mais le Cameroun, vous parlez de système, c'est le système camerounais. Cette réunion, c'est cette réunion au cours de laquelle le ministre va donner des orientations pour la nouvelle année à travers cette circulaire. Ok, alors on termine avec vous vraiment sur cette question. S'il vous plaît, on va terminer. Une rentrée scolaire, juste pour la juste une rentrée scolaire. Oui, je termine. Une rentrée scolaire est une affaire d'État. Le gouvernement. C'est le premier, parce que le Premier ministre, dans la rentrée sont impliqués les moyens de transport, c'est-à-dire le mouvement des enfants, etc. Ce n'est pas au ministre simplement de donner les instructions, c'est le Premier ministre minimum. On vous a compris. Il prend ses instructions de la très haute hiérarchie qui est constituée de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre. Cela relève tout simplement de l'action gouvernementale. C'est tout simplement. On va pas épiloguer longuement sur cette question. Moi, je termine par vous. Est-ce que la corruption peut être éradiquée fondamentalement dans ce ministère? Oui et non. Non, parce que si les acteurs qui sont là, qui sont mouillés depuis belle lurette dans un système de corruption, il n'y aura rien. Oui, parce que si le système, avec le président Paul Biya en tête, décide d'éradiquer, ça va s'arrêter. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait, c'est ce qui devrait se passer. Je vais revenir sur la volonté politique. En 30 secondes. Oui, c'est lié à votre question. La volonté politique. Si on veut en finir avec quelque chose, on le peut quand on a le pouvoir. Mais si on entretient cela, ça veut dire qu'on en a besoin pour capitaliser ses intérêts politiques. La réunionnite est une maladie gravissime au Cameroun, surtout pour l'administration publique camerounaise. C'est pas à travers une réunion qu'un ministre va résoudre tous les problèmes, il va nous garantir une rentrée scolaire de qualité. Voilà. Je ne pense pas du tout. C'est un problème de volonté politique et j'interpelle le chef de l'État parce que si, effectivement, c'est de lui qui viennent les décisions ou bien l'organisation de cette réunion dont parle Emmanuel, il faut bien que le chef de l'État dise exactement au ministre ce qu'il devra aller dire aux autres pour que la rentrée soit correcte. Merci, cher monsieur, sur cette question de la rentrée scolaire. Nous sommes tous des parents autour de cette table. Jean-François, s'il vous plaît. Jean-François, s'il vous plaît. Je vous en prie. Le ministre Bibé. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Et puis même, vous pouvez... Il y a plus important, même qu'il y aura des écueils. Voilà, justement, ils sont des vrais barons. Des vrais barons. C'est pourquoi il y a la difficulté à les affecter. Voilà. Parce qu'ils sont solidement ancrés dans le régime. Voilà, à l'intention du ministre, certainement, qui regarde ce programme et qui a peut-être ses collaborateurs qui suivent ce programme. Il va falloir regarder de très près la situation du côté de la direction des ressources humaines. On parle de grincement dedans et d'une marche qui est prévue à partir de cette semaine. Donc il faut faire très attention. Une grève regarder en vue. Une grève en vue. Il faut faire très attention. Alors on va marquer une petite pause pour retrouver la deuxième thématique consacrée au débat. Voilà, on parle des Jeux Olympiques. Le Cameroun a-t-il été ridicule à Rio? Sur les 24 athlètes qui prenaient part aux Jeux Olympiques, tous ont été balayés d'un revers de la main. Encore une fois de plus, la Cameroun Team rentre sans aucune médaille. Jean-François Tchala, cela vous a surpris? Oui, Jean Patient. Jean-Patient Tchala, autant pour moi. Ça vous a surpris? Sur notre plateau, il y a une semaine, je disais qu'on ne va rien ramener de Rio.
dont je ne suis surpris par rien du tout. C'est la conséquence même de l'impréparation, du manque de sérieux de ceux qui ont organisé notre déplacement, le déplacement de cette délégation-là. C'est également la conséquence de l'absence d'une gouvernance des sports, ou bien d'une gouvernance du sport qui soit à la hauteur des attentes d'un pays comme le Cameroun, qui par avant a déjà engrangé quand même des lauriers immenses en matière de football. On se rappelle que le football, en matière de sport, pardon, que le football nous a gratifié quand même d'une posture de statut international assez intéressante. Les JO également, avec Françoise Bango et bien d'autres, et toujours le football, parce que même aux JO en 2000, c'était toujours grâce au football. Mais cette fois-ci, nous sommes passés à côté de la plaque, carrément à côté de la plaque. Mais pourquoi nous sommes passés à côté de la plaque? Mais parce qu'on n'a pas compris que se déplacer vers un événement comme celui-là, ça nécessite une préparation minutieuse. Il ne s'agit pas uniquement des athlètes qui vont compétir et qui vont ramener des médailles, mais il s'agit également de l'image du Cameroun, du drapeau du Cameroun, de la diplomatie du sport du Cameroun, vue de l'extérieur. Quelle est l'image que nous voulons aller refléter là-bas? Vous savez qu'au JO, le CIO ne prime pas les médailles. Quand vous remportez, vous gagnez une médaille, vous n'aurez pas une prime venant du CIO, c'est votre pays qui vous prime. Donc à partir de là, ça devrait attirer l'attention des uns des autres qu'il s'agit de défendre les couleurs d'un pays, d'aller dans un rapport de force internationale qui va vous permettre de vous positionner. La Côte d'Ivoire a eu, je crois, 2 médailles de bronze, je ne sais pas quel est tout leur bilan. Le Nigeria a une médaille de bronze en football et peut-être encore d'autres, je ne sais pas. Mais en fait, ces pays vont faire parler d'eux pendant au moins cette période de 4 années. Ça, c'est très important. Est-ce que nous avons pensé qu'on devait maintenir cette flamme que nous avons engrangée avec les Françoise Bango pendant les 4 prochaines années? Je ne pense pas. Parce qu'on a continué dans la même logique de descente aux enfers qui est d'être toujours mal organisé. Alors, comment se fait-il qu'un boxeur comme Ndamdi Kam, c'est lui qui fait parler beaucoup de lui ces derniers temps, estime que la délégation s'est pavanée là-bas à Rio et a passé plus de temps dans les bois de nuit, dans les jardins et à la chasse des filles brésiliennes. Bon, pourquoi on peut en arriver là? C'est parce qu'effectivement, lui-même déjà a proposé son entraîneur français qui a été rejeté parce que nous avions déjà accrédité un entraîneur camerounais pour lui, alors que l'entraîneur camerounais ne l'avait jamais suivi d'Adam Nidev depuis 4 ans qu'il opère sur le terrain de la boxe. Autre chose, nous l'avons fait compétir, lui qui est un boxeur professionnel, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à Rio, ne peut tenir 12 rounds, mais à Rio c'est 3 rounds. Alors c'est normal que le premier round il soit tombé et qu'il n'ait rien produit. Maintenant il s'est livré dans des dénonciations extraordinaires. Ce qui est vrai, c'est que comme d'habitude, notre délégation pléthorique, avec des gens, des ministres qui sont allés se balader là-bas, je ne sais pas ce qu'ils sont allés faire, et les 1 milliard et plus ont été grignotés, mangés, à satiété, sans aucun résultat. Si les Camerounais sont durs aujourd'hui, on l'a dent dure contre cette expédition, les Camerounais ont tout à fait raison. On ne peut pas continuer sur ces lignes. Maintenant, est-ce qu'on doit regretter le 300 millions de francs dépensés pour ces athlètes-là? Mais forcément, Bouba, combien d'écoles, combien de ponts, combien d'hôpitaux, voyez-vous? Parce que ça aurait pu servir pour agrandir les lycées, pour qu'on arrive au moins à réaliser le rêve. Mais rien ne dit que c'est perdu, parce que c'était quand même... Mais c'est perdu. C'était des primes. Parce que quand on n'a pas gagné de médaille, vous avez eu une histoire une histoire de trop perçue ici, on n'a rien fait à personne. Donc ça s'est passé comme ça. On a eu une histoire de mallette dans... Ils avaient remboursé. Quelques-uns, pas tous. On a eu une histoire de mallette d'argent en 94. On n'a jamais rien fait à personne. Donc le plus regrettable ici, c'est de voir comment des institutionnels peuvent s'amuser avec l'image et l'honneur d'un pays. Ce qui était prioritaire pour eux, c'était de se déplacer en communauté pour aller se pavaner au Brésil. Personne n'a mis les moyens pour que ces athlètes se préparent de façon optimale. Les volleyeuses ont passé 2 semaines à s'amuser au Brésil sans véritable sparring partners de poids. Elles ont joué contre équipe pour préparer cette échéance. Elles se sont embrouillées là-bas, elles ont chômé. Le résultat, c'est que sur le plan de la performance, elles étaient complètement larguées, autant que tous les autres sportifs. Le pauvre jeune porte-étendard qu'on a livré comme ça en pâture, sans vraiment avoir fourbi les armes de façon sérieuse. Vous avez vu, il s'est fait lamentablement bastonner au 2e combat, parce que justement, sur le plan physique, il ne tenait plus. Après le premier combat où il a dû aller puiser dans ses tripes pour revenir et damer le pion à son adversaire, au 2e combat, c'était compliqué. Pour dire que, vraiment, ces gens, il est temps qu'on balaie.
Parce que les mêmes ne peuvent pas être à la fois ministre, PCA et au comité olympique tous les jours pour prendre les mêmes argents et réaliser les mêmes exploits négatifs et que rien ne soit fait. Vous allez voir, ils vont revenir là, ils vont organiser une conférence de presse pour expliquer pourquoi telle chose n'a pas marché. Mais je dis, c'est pathétique, ces gens devraient être balayés. Et je chute avec le cas de M. Ndam, qui est français, soit français ou camerounais, on ne sait pas trop. Un temps il boxe pour la France, un coup il est camerounais, soit. Mais maintenant, quand on est athlète comme lui, je crois que la délégation camerounaise, la fédération et les autres devaient se plier à ces exigences parce que c'est lui l'athlète, c'est lui qui est au front. Lorsqu'il vous dit j'ai besoin de mon coach parce que c'est lui qui me suit depuis des années, et on aurait dû quand même se plier à cette exigence que d'accréditer quelqu'un parce qu'il y a des copinages pour permettre à quelqu'un d'aller à Rio, toucher, percevoir des frais d'émission et autres perdièmes, et qu'il se retrouve en chômage parce qu'il est entraîneur amateur et qu'il fasse face maintenant à quelqu'un qui est professionnel. Par la suite, il n'y a aucun résultat. Je dis vraiment, nous on a honte, nous Camerounais, de voir toujours notre drapeau traîner dans la boue, mais eux là, ça ne leur dit rien. Donc il faut balayer pour qu'on passe à autre chose. Il faut balayer, Georges Alain, au vu du bilan du Cameroun, 0 médaille, rien engagé du tout. Et on se souvient qu'aux Jeux Olympiques, la dernière médaille du Cameroun est celle de Françoise Mbango, parce que en 2012 à Londres, nous n'avons rien engrangé aussi. C'est même chose pour Rio. Est-ce qu'on doit, par exemple, regretter l'époque Bango, l'époque Bessala, et puis Sydney 2000 encore avec le football? Oui, on peut écraser une larme de nostalgie à l'évocation de ces noms, Joseph Bessala, la Dream Team de football qui a été médaillée à Sydney, Dongwe Banga. Et il faut noter que les noms que vous citez là, ou alors les équipes que vous citez, ça a été généralement des espoirs individuels. Ce n'est pas parce qu'il y a une organisation fantastique autour de cette équipe. Je pense que globalement, comme on dit, qui sème le vent récolte la tempête, il faut savoir quel objectif on s'est fixé. Est-ce qu'on n'est pas, en partant à Rio, on n'est pas resté dans la bonne vieille maxime de Pierre de Coubertin, qui disait que l'essentiel est de participer? Véritablement, pour celui qui voulait bien voir clair dans l'affaire, il n'y avait pas véritablement un espoir de médaille. L'espoir aurait pu être placé sur les footballeuses si elles s'étaient qualifiées pour cette échéance-là. Mais malheureusement, l'inorganisation, l'amateurisme n'a pas permis qu'elles y aillent. Je pense que de manière globale, on doit repenser, on parlait tout à l'heure des systèmes, on doit repenser notre politique en matière de sport. Il y a comme un frémissement au niveau des infrastructures parce qu'il y a des compétitions qui arrivent. Mais quelle est la place, le statut du sportif au Cameroun? Quel est le statut du sportif? Ce n'est défini nulle part. Donc si le gouvernement veut faire les choses au sérieux, on a vu des pays comme, je pense, la Côte d'Ivoire a eu sa première médaille. La deuxième, voilà. Donc je pense qu'il y a une organisation qui doit être faite. Je ne veux pas mettre l'accent sur les moyens, puisque en fait, 1 milliard, si on calcule l'argent qu'on doit investir dans la formation d'un athlète, 1 milliard, c'est en réalité dérisoire, c'est de la poudre aux yeux. Donc, ce n'est pas une question d'argent, c'est ce qu'on vise, quelle est la vision qu'on a dans le secteur. Mais j'ai l'impression que, malheureusement, et là aussi c'est un problème lorsque on laisse des dirigeants longtemps à un poste. C'est vrai que c'est la règle en sport, les gens s'installent, ils ne veulent plus partir. Mais lorsque vous allez au comité olympique, j'ai le sentiment que c'est les mêmes gens, c'est les gens, ils connaissent cette maison-là comme le fond de leur poche. Donc c'est un problème et il faut... Quand il y a de la friction, on parlait de Ngale Bibé tout à l'heure, lorsque quelqu'un arrive, ne serait-ce que les premières années, il va chercher à changer. Il va chercher à impulser une nouvelle dynamique. Mais si quelqu'un est installé là, il se dit, bon, vraiment, moi, je peux aller avec ma femme aux Jeux Olympiques, je peux aller avec elle et tout. Bon. Ils vous diront, ces responsables là, Georges Alain, qui sont élus, hein, un mandat. On sait comment ils sont élus. Ce sont des élus, ce sont des mandats, donc il va falloir faire très attention. Alors, on revient un peu sur le cas de Ndam Dikam, qui aujourd'hui dénonce. Il aurait dû quand même le faire avant la compétition, non? Quand je vous ai connu dans la profession, Boubangomna, vous étiez un reporter sportif très aguerri dans un média audiovisuel bien connu de la place. Et je suivais vos reportages, justement. Parce que moi aussi, j'ai été, avant vous, reporter sportif. Et
c'est ce que je ressentais dans vos reportages, c'était l'explication de l'échec qu'il y avait à chaque fois et l'explication de la réussite qu'il y avait à chaque fois. On n'improvise pas. On n'improvise pas. Et comme je vous ai dit au début, je parle toujours pas des individus. Les individus peuvent se faire ressortir leurs ressentiments après la compétition ou bien avant la compétition. Mais avant la compétition, il avait déjà bien prévenu que je n'ai pas mon coach, que je suis déstabilisé. Et après, il le dit, j'avais bien prévenu. On peut en rire, on peut en dire tout ce qu'on veut. Il faut qu'on soit un pays sérieux, s'il vous plaît. Le Cameroun doit être un pays sérieux. Et justement, les Jeux Olympiques, à la base, c'est quelque chose de sérieux. C'est la rencontre des peuples. C'est-à-dire quand, depuis la Grèce antique, quand naît un peu ce symbole de l'olympisme, la rencontre des peuples, le culte de l'effort et de la discipline. On est dans le jeu, hein. On est dans le jeu. Quel qu'on dit, c'est le divertissement, le sport. Tout ça, c'est le jeu. Et dans tout ça, si on veut gagner un fois sur lui, et je suis étonné, parce que si on avait remporté des médailles, aujourd'hui, on en serait à dire, c'est la politique du président Paul Biya. Que vraiment, voilà, un sage qui a pensé à mettre les moyens, organiser le pays pour qu'on... Pourquoi il fait silence aujourd'hui? Pourquoi il fait silence aujourd'hui? Qui fait silence? Le président. Peut-être qu'il le dira. Mais il faut qu'il dise quelque chose. Parce que quand... Non, moi je ne... C'est pas au président. Il ne faut pas défendre le président jusqu'à ce niveau-là. Ne disons pas. Le président a délégué son pouvoir quand même. Les Camerounais... Non, s'il vous plaît. Oh. Allez-y. Mais pourquoi quand ne suivez pas. On ne va pas s'éteindre. On ne voit pas de problème. Non, mais attendez. C'est ça qui nous Oui, je suis en train de dire que quand on assume, moi j'ai vu, vous vous souvenez, vous avez couvert une coupe au Ghana. Nous étions en finale. 2008. Et il y a tout un ministre qui s'est déplacé dans l'espoir que cette coupe serait gagnée et qu'on vienne l'offrir au président Paul Biya. C'est le président de tous les Camerounais, il a tous nos destins en main. Et c'est le premier sportif. Il doit prendre la mesure. On ne peut pas avoir un système où tout se passe de la manière dont ça se passe et que le premier des sportifs ne tire pas les premières conséquences. Parce que s'il y avait eu une réussite, c'est lui qui en aurait tiré le plus grand bénéfice. Cher Emmanuel, je suis désolé, mais c'est la vérité. Attendons de voir la délégation. La délégation est encore quand on dit, et je voudrais terminer là-dessus, pour dire justement, on ne doit pas aujourd'hui prendre comme bouc émissaire une réaction du genre que ce boxeur a eu. Parce que si on ne se dit que... une réaction de professionnel aussi, ça il faut le dire. Et qu'il y a là... Ça c'est un détail, à mon sens. Parce que ce qu'on doit se dire, c'est que, bon, on repart avec 0 médaille aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait en place pour que dans 4 ans, on ait des médailles dans chaque discipline? C'est ce qu'il faut, parce que vous croyez que les bols là gagnent parce qu'ils sont trop forts? C'est le travail. C'est d'abord le travail. C'est parce qu'ils sont organisés. Et ils ont derrière eux toute une équipe, toute une nation, tout un président qui supporte. Alors Emmanuel, est-ce qu'au-delà de l'aspect sportif, le Cameroun ne pouvait pas gagner à ces Jeux sur le plan diplomatique également? Je crois qu'on a déjà gagné sur le plan diplomatique. Vous savez que la géopolitique du sport impose justement par rapport aux Jeux olympiques, il y a ce qu'on appelle le porte-étendard, le porte-drapeau. Chaque fois qu'un athlète, que ce soit en sport individuel ou en sport collectif, entre en scène, il y a le drapeau de ce pays. Donc sur le plan de la géopolitique du sport, le Cameroun a gagné par sa seule présence. Et l'idéal olympique, ce n'est pas forcément de remporter des médailles. Le baron Père de Coubertin, oui, en organisant les Jeux olympiques, a d'abord pensé au brassage des... C'est pas le sujet. Oui. C'est pas le sujet. Je suis en train de C'est terminé, s'il vous plaît. Je suis en train de répondre à une question qui m'a été adressée par vous. Oui, répondez rapidement. Donc, le Cameroun a gagné. Le Cameroun a gagné en termes diplomatiques, même sur le plan sportif, on est rentré. Qu'est-ce qui fait donc problème? Ok, merci cher monsieur. L'autre gain, c'est que, contrairement à ce que dit M. Jean-François, c'est
le président Paul Biya, qui a autorisé le décaissement de 1,4 milliard. Non, c'est lui. Merci, cher monsieur. Je crois que... S'il vous plaît, cher monsieur. Merci. Pourquoi, cher monsieur Emmanuel, s'il vous plaît. Emmanuel, s'il vous plaît. Le football n'était pas représenté. Il a dit, au Cameroun, il n'y a pas de sport majeur, ni de sport. Voilà. Il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur. Merci, cher monsieur. La délégation est attendue au Cameroun d'ici mardi. On pourra parler encore, s'il vous plaît, dans nos émissions. On pourra parler, s'il vous plaît, dans nos émissions spécialisées du bilan, bien sûr, de ces Jeux olympiques. Le bilan de ces Jeux olympiques. On en parlera encore, si vous voulez, surabondamment. Je vous le promets d'ailleurs. Juste pour signaler que la diffusion de ce programme, ce sera donc lundi quand il sera 23h. Mais d'ici à là, ce soir, à partir de 20h30, prenez rendez-vous avec Rodrigue Tonguet dans le cadre de l'arène. Bien le bonjour.